Pour ce projet, nous ne nous retournons pas vers nos racines, à la Gainax. J'ai créé une nouvelle entreprise de production ainsi qu'un studio. Et dans ce nouvel environnement, nous allons repartir de zéro. Sans regarder en arrière, sans regret pour les circonstances, nous visons le futur. Heureusement, nous avons gardé le staff de la série originale avec la nouvelle équipe et beaucoup d'autres personnes fantastiques pour travailler sur ce projet. Nous réalisions que nous sommes en train de créer quelque chose qui sera meilleur que la série. Citation de Hideaki Anno dans le lancement du projet des Rebuild. Alors, cette citation fait déjà beaucoup réfléchir. Et d'abord, avant toute chose, bonjour à tous, évidemment. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le premier film Rebuild. Alors, c'est vrai que cette citation, déjà, cette petite approche, on va dire, est assez intéressante de la part de Hideaki Anno, le créateur de la série originale. Parce que là, il est simplement en train de nous dire, par la dernière phrase, qu'il a le sentiment que l'on va créer quelque chose de meilleur que la série originale d'Evangelion. Une série qui, au moment du lancement du projet en 2006, n'est pas du tout un truc méconnu. C'est déjà devenu une légende et il sait déjà, en 10 ans, le film d'animation The End of Evangelion et évidemment la série a déjà eu le temps d'influencer le cinéma et la fabrication de séries de pas mal d'animés ou de films d'animation dans la décennie qui a suivi. Donc c'est vrai que partir de ce principe-là, on va faire quelque chose de meilleur dans un projet qui est une reconstruction. Même si on verra que le terme reconstruction n'est peut-être pas le plus approprié pour les Rebuild, on en vient en fin de vidéo là-dessus. Eh bien, ce projet est quand même ambitieux, de remplacer l'une des séries les plus mythiques de tous les temps, et c'était déjà le cas à l'époque. Ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, c'est pas les Rebuild qui ont fait le succès planétaire d'Evangelion, c'est plutôt la série. Bien que les Rebuild sont très loin d'être mauvais. Et on va tout de suite essayer d'expliquer ce que c'est les Rebuild dans cette vidéo. On va pas attendre la 4e vidéo sur les Rebuild, sur le dernier Rebuild pour expliquer, parce que déjà, le 4e film est beaucoup trop long, donc on va pas y arriver. Il y aura beaucoup de choses à dire sur le dernier film, parce que déjà il fait 2h35, donc on a beaucoup de choses à dire déjà qui sont prévues. Ce premier film a l'avantage par rapport aux autres de n'apporter quasiment aucun nouvel élément par rapport à la série originale. Et on va voir qu'à la fin de la vidéo, du coup, ça va être un problème, qu'il y ait peu d'éléments nouveaux, parce que ça va nous porter à confusion sur ce que sont réellement les Rebuild. Ça, ce sera la conclusion de la vidéo. Mais d'abord, avant de commencer, un petit peu de contexte. On est au studio Kara. Le studio Kara, c'est donc un studio qui veut dire joie ou bonheur en grec, qui a été fabriqué exprès pour le projet Rebuild of Evangelion. Bien que d'autres petites productions pour, je dirais, plutôt entraîner les nouveaux membres, parce que tous ne venaient pas de la Gainax, hein, les membres principaux venaient de la Gainax bien sûr, mais il y avait quand même des nouveaux, il fallait embaucher des gens pour créer ce genre de projet ambitieux, une tétralogie de films, c'est quand même pas rien. Surtout sur une franchise aussi importante qu'Evangelion. Donc il fallait un peu les entraîner. Il y a donc quelques petites séries un peu de fond de placard ou je dirais des films sympas, mais c'est du petit court-métrage. Je vais pas vous mentir, on va pas commencer à aller dans l'analyse de ces trucs-là parce que c'est pas très intéressant. J'en ai regardé un et on va dire c'était pas ouf. Mais peu importe, nous ce qui nous intéresse c'est ce qui tourne autour d'Evangelion dans le studio Kara. Le reste c'est pas très intéressant et on s'en fout. Donc le studio Kara est créé en 2006. Et oui, ils vont mettre même pas un an pour créer ce film, le premier Rebuild. En même temps, comme j'ai dit tout à l'heure, on est sur un film qui n'apporte quasiment aucune nouvelle scène. Donc il suffit de reprendre des choses qui existaient déjà de la série, remasteriser un petit peu ça pour rendre ça plus joli. Bien qu'il y a quand même des séquences utilisées qui sont en 3D dégueulasses, n'est-ce pas Shamshell, qui est absolument horrible, mais ça c'est le problème de la 3D en général dans l'animation japonaise, ça c'est autre chose. Mais voilà, il y a beaucoup plus de gens qui bossent, donc il faut un peu refaire l'animation pour le remettre un petit peu au goût du jour, et forcément ça prend un petit peu de temps. Mais c'est un peu seulement ça qui va prendre du temps. On va pas vraiment beaucoup se creuser la tête pour créer un scénario original. Et d'un côté, c'est super génial d'avoir fait ça, pour un peu rentrer dans le projet des Rebuild. Mais d'un autre côté, par rapport à ce que sont les Rebuild, et comment ils vont se terminer d'une façon extrêmement bordélique et compliquée, on va peut-être avoir besoin par certains moments de la série quand même. Et aussi, on verra ça directement dans cette vidéo, aussi également du manga. Et ça aussi, je reviens en fin de vidéo.
Le film, lui, il sort le 1er septembre 2007, et donc il sortira 2 ans avant le second, et 5 ans, donc encore 3 ans plus tard, avant le troisième. Là où le quatrième va prendre beaucoup plus de temps à venir, vu qu'il sortira seulement en 2021. On reparlera de ces dates évidemment plus tard, et pourquoi ça a pris autant de temps de faire ce quatrième film, il y a beaucoup de raisons. La dernière en date étant évidemment celle du Covid, qui a retardé encore le film d'1 an. Mais bon, on reviendra sur le moment venu sur ce quatrième film. C'est donc un triple réalisateur, je dirais un projet à triple réalisateur, vu que bon, bah, c'est Hideaki Anno bien sûr qui supervise tout le bordel, mais c'est principalement Masayuki Yamaguchi, ou simplement Masayuki, qui avait déjà l'habitude de travailler avec Anno, hein, évidemment c'est son compère de toujours, ils ont quasiment tout le temps bossé ensemble, et c'était, je dirais, le réalisateur assistant presque en fait du projet. On était presque dans l'idée de la collaboration Miyazaki-Takahata, si ce n'est en fait exactement la même chose au studio Ghibli. Donc on est vraiment sur une entraide où finalement Miyazaki ou Takahata vont avoir beaucoup d'influence sur le travail de l'autre, bien que la série Evangelion soit plutôt le travail d'Anno et la réflexion de ce que Anno veut nous dire, plus que celle de Masayuki, mais bon, il a quand même son influence et il va prendre quand même beaucoup de décisions qui vont être importantes. C'est plutôt du coup Masayuki qui va diriger le projet, je dirais, qui va diriger l'équipe, mais le projet plutôt, lui, il sera mené à bien par Hideaki Anno. Le troisième, c'est évidemment Kozuma Tsurumaki. Alors Kozuma Tsurumaki, c'est pas un gars qui est non plus inconnu au bataillon, et comme on l'a dit, c'est les personnes importantes, c'est surtout des gens de la Gainax. Alors cet homme, il a principalement bossé en tant que art director, un rôle quand même assez important pour la réalisation d'un animé. Et plus tard, donc, il réalisera, en tant que donc, réalisateur, l'épisode 25', soit la première partie du film The End of Evangelion. La seconde, elle, étant plus de la patte d'Hideaki Anno. Autrement dit, du moment jusqu'au début de The End of Evangelion, jusqu'au milieu, soit en gros, bah, au moment en fait où Shinji est en bord de son Eva et monte vers les cieux en remarquant que Asuka a été complètement déchiquetée par les Eva de série. C'est à ce moment-là qu'il y a un petit générique au milieu, et ce générique au milieu explique par le fait que l'équipe en fait n'est pas du tout la même qui a travaillé sur le 26 Prime. Une équipe dirigée par Hideaki Anno, donc, qui créera du coup la fin de The End of Evangelion, la fin de la fin quoi. Alors finalement ce film, il nous apprend pas grand chose de nouveau comme j'ai dit. Il va y avoir énormément d'événements qui vont déjà se passer, mais il y a quand même quelques petites différences à noter. Alors bon, le film commence très clairement avec Shinji qui attend Misato, et puis bam, oh tiens, un ange qui arrive, mais il ressemblerait pas un petit peu à Sachiel comme on l'avait vu dans l'animé. Ah bah tiens, oui, c'est lui. Bon, bah ça c'est pas une surprise. Petite différence évidemment entre nos amis du coup de la série VS les Rebuild, c'est la numérotation des anges. Alors déjà, les anges, ils ont pas de nom dans les Rebuild. On les appelle pas Shabchiel, Sachiel, Ramiel ou Arael ou je sais pas quoi. Ils ont pas de nom, ils sont juste numérotés. Et là déjà, bon bah très rapidement, on va se rendre compte qu'il y a un truc qui va nous faire tiquer. Déjà le fait que Sachiel, donc l'ange qui arrive au début, même s'il n'est pas nommé dans les Rebuild, on sait que nous c'est Sachiel, étant des personnes qui ont regardé l'animé, on sait que c'est Sachiel. Bah, il le nomme comme étant le quatrième ange. Et forcément, quand vous entendez ça dès le début du film, vous vous dites bah non. Et effectivement, Sachiel, c'est le troisième ange dans la série. Donc, c'est qui le troisième ange du coup? Eh ben, on le saura pas dans ce film. Et on le saura seulement dans le second. Et très rapidement dans le second film d'ailleurs. Mais, gardons ça pour la prochaine vidéo. Ça, c'est une autre histoire. Ce qui est super intéressant, c'est que on a du coup un changement d'ordre des anges et que même va y en avoir qui vont manquer, ce qui va nous porter un petit peu à confusion. Alors que du côté des évangélions, bon bah l'unité 00, 01, 02, elle change pas, la 03 on verra que non plus, la 04 elle va avoir finalement le même traitement que les autres, et pour rappel, je vous rappelle que dans la série, les unités 05 et suivantes n'existent pas, et elles ont été prévues d'être construites, mais en fait elles ont été vite annulées pour faire les systèmes factices, et les demi-systèmes, les EVA blanches dans The End of Evangelion. En l'occurrence, les EVA demi-systèmes, je sais pas quoi, elles n'existent pas dans les Rebuild. On va vraiment créer des évangélions, unité 05 jusqu'aux suivantes, jusqu'à la 13. Mais va y avoir des évangélions qui vont s'appeler Mark 6 ou Mark 9 ou je sais pas quoi. C'est plus des EVA 0 comme on a l'habitude de les voir. Mais là encore, on laisse ça pour plus tard. On n'aura que les EVA 00 et 01 qui seront là dans ce film, avec l'unité 03 aussi qui a été mentionnée brièvement, ainsi que l'unité 02.
en nous disant que Asuka est en train de faire des tests avec son Évangélion en Allemagne. Bon, évidemment, Asuka n'est pas encore présente dans ce premier film. Asuka arrive, je vous rappelle, dans l'épisode 8 de la série. Là, va pas y avoir beaucoup de différence parce que, pour l'instant en tout cas, parce que c'est censé reprendre les 6 premiers épisodes. Le premier Rebuild reprend vraiment énormément de plans, si c'était quasiment tous, bon, peut-être pas tous quand même, mais une grande partie des 6 premiers épisodes. Bon, avec des trucs supplémentaires. Évidemment, si vous faites rapidement le calcul, vous vous rendrez compte que 6 fois environ 20 minutes, ça fait 2 heures. Pourquoi 20 minutes? Parce qu'il y a évidemment l'opening et l'ending dans chaque épisode, donc évidemment ça prend du temps. Donc il y a 20 minutes de réel d'épisode, et 20 fois 6, ça fait 2 heures. Et le film fait à peu près 2 heures. Donc là, on est quasiment sur une durée à peu près similaire, histoire de nous dire, voilà, on a repris Evangelion original, ne soyez pas perdus, on vous a balisé le truc. Là, vous reconnaissez des choses que vous avez déjà vues. Si vous avez vu la série, c'est cool, vous reconnaissez des trucs. Si vous n'avez pas vu la série, allez voir la série. Parce que sinon, vous êtes perdu. Vous avez des événements, ça se passe. Mais je dirais que le premier Rebuild, et ça va aller dans la continuité après, les Rebuilds sont construits de manière à pouvoir être compris quand même sans avoir vu la série. C'est un peu un parallèle. Enfin, on va expliquer en fin de vidéo. Donc voilà, il va y avoir donc quelques petites différences, mais comme j'ai dit, elles sont très légères. Les combats contre les anges, qui sont en fait le numéro 4, le numéro 5 et le numéro 6, qui sont en fait le 3e, 4e et 5e ange dans la série, à savoir Sachiel, Shamshel, qui a une animation dégueulasse dans le Rebuild, mais c'est pas grave, et Ramiel, notre octaèdre préféré, ce sont les 3 anges, et les combats, le déroulement des combats est strictement le même, avec évidemment... dans le 3e, l'Eva qui s'effondre parce que Shinji n'arrive pas, et l'Eva se met en bonne berserk et défonce Sachiel, et puis voilà, comme dans la série. Shamshel, Shinji n'écoute pas les ordres de Misato et fonce quand même dans le tas, après avoir ramassé Toji et Kensuke qui étaient sortis pour voir. Même chose, rien n'a changé. Et Ramiel, même chose, le bouclier humain de Rei, qui vient protéger Shinji, pour le protéger de l'attaque de Ramiel, alors que Shinji est en train de tabasser Ramiel à coups de ce fusil à positron. On réquisitionne toute l'électricité du Japon, c'est l'opération Yeshima, c'est exactement la même chose, il n'y a rien qu'à changer. Mais, et c'est là où on va s'arrêter, c'est qu'il y a quelques petites différences, mais très légères. Il y a la scène de fin, la finalité ultime, mais celle-là, on la garde pour plus tard. La dernière scène du premier film, on la garde pour plus tard, pour la transition de la deuxième partie de la vidéo, mais il y a 2 autres scènes qui m'ont profondément marqué, dans leur différence, c'est que déjà le règlement de compte que Toji a envers Shinji est directement posé. Il n'y a pas de dialogue entre les deux. Ça fait directement transition avec tout le monde va te féliciter, Shinji, et il arrive, bam, plan d'après à l'école, Toji frappe Shinji. Et au moment où Toji veut se réparer son erreur, il veut se faire frapper par Shinji. On rappelle que Shinji est en train de partir à ce moment-là, de fuir. Or, en l'occurrence, dans le Rebuild, pas du tout. Ils sont à l'école et Shinji n'est pas en train de fuir. Avant, il y a évidemment la scène où Shinji a fui, quand même, où il a pris le train, tourné un peu autour de la ville, et il a même dormi dehors. Une séquence qui, sauf erreur, n'est pas présente dans l'animé, où on n'a pas Shinji, on ne voit pas Shinji dormir dehors. Mais on peut deviner qu'il l'a peut-être fait quand même. Donc c'est pas vraiment une différence extrêmement importante. L'autre différence extrêmement importante, et là qui change beaucoup de choses, c'est évidemment ce qui va être découvert dans le Central Dogma. Donc le Central Dogma, on rappelle que c'est un truc qui est extrêmement mystérieux pendant toute la série, on ne sait pas trop ce que c'est, on a l'air de ultra le protéger, mais on ne sait pas trop pourquoi. Misato n'est donc pas du tout au courant. Or, lorsque, dans le Rebuild du coup, lorsque Misato va chercher Shinji pour aller se battre contre Ramiel, elle va l'emmener au Central Dogma pour lui montrer Lilith, qui est du coup crucifiée en train du Central Dogma. On est à peu près à la fin du film, et là c'est évidemment un immense coup de tonnerre, parce que déjà Misato est au courant qu'il y a Lilith qui est crucifiée dans le Central Dogma, ce qui dans l'anime n'est pas le cas, jusqu'à ce qu'elle le découvre par le biais de Ryoji. Là, Misato est au courant, donc c'est pas ça, c'est une grosse différence. Et on nous dit tout de suite aussi que Lilith est le 2e ange dans cette séquence, ce qui nous conforte encore plus dans l'idée
que, bon, bah, on pourrait se dire à ce moment-là que bah, le premier ange, c'est toujours Adam, mais on est toujours dans ce bordel. Le troisième ange, c'est qui? Et comme je vous le dis, dans le deuxième Rebuild, on le saura très très rapidement. On a aussi des révélations qui sont faites plus tôt. Et ça, c'est une autre différence entre Rebuild et la série, c'est qu'évidemment, bon, pour des raisons logiques, on peut pas se permettre de prendre autant de temps autour d'un mystère dans les Rebuild. Ce qui fait que très vite dans le film, on a des révélations qui sont faites sur différentes choses. Notamment que l'enfant de Gendo et Yui Ikari ça aurait dû s'appeler Rei si c'était une fille, Rei Ayanami, Shinji Ikari. Une chose qui n'est pas du tout mentionnée pendant tout le début de l'animé, un truc qu'on saura que très tard, qu'il y avait vraiment, ce qui en fait conforte directement le rapprochement entre Rei et Gendo. Donc Rei est une sorte de fille pour Gendo, sa fille. Donc ça, c'est des révélations qui sont faites vraiment très tôt. Et à vrai dire, ça pose pas réellement de problème parce que ce sont des éléments qui ne sont pas nouveaux. C'est juste qu'ils sont plus là, ils sont plus rapidement là. Mais c'est des éléments que l'on sait. C'est pas quelque chose de surprenant, on s'y attendait pas. Ah, ça change tout. Non, pas du tout. C'est donc pas une différence, mais c'est plutôt un changement d'ordre scénaristique, on va dire plutôt. Euh, Contrairement à justement le fait que Misato soit au courant qu'il y a Lilith dans le Central Dogma, ça c'est plus un retournement de truc qu'on n'avait pas vu venir, parce que ça c'est plutôt une surprise. Ça change pas mal de choses. Notamment le fait que Misato est peut-être plus au courant de certains complots. D'ailleurs, en parlant de complot, Misato flaire directement qu'il y a un espèce de complot qui se trame et que tout cela n'est pas un hasard, que Shinji arrive en même temps que le Nouvel Ange à Tokyo 3. Ça, Misato le flaire extrêmement rapidement, ce qui est l'équivalent en fait de l'épisode 3, je crois, dans la série. Donc voilà, ça va très vite. Et évidemment, il y a plusieurs choses que l'on va découvrir, waouh, émerveillé plutôt à l'épisode 21, 22, 23, etc. dans la série. Là, on y est direct plongé dedans. Donc ça, c'est plutôt des choix narration, je dirais. Alors, après, il y a un élément qui est assez aussi intéressant, qui est peut-être une supposition qui est fausse et qui se base en fait sur des connaissances que l'on a en ayant vu la série. Il s'agit évidemment du personnage de Ritsuko Akagi. Alors, le truc qui est bizarre, c'est qu'il y a une séquence entre Gendo et Fuyutsuki où Gendo va dire qu'on va forcer Shinji à se rapprocher de Rei. Bon, jusqu'ici tout va bien. Ritsuko, quelques instants plus tard, va tendre une carte, la carte d'accès de Rei et de Shinji à renouveler en disant « Oups, j'ai oublié de leur donner ». Connaissant évidemment le rôle de Ritsuko dans toute cette histoire et le rapprochement qu'elle a avec Gendo, on a tout de suite le tic en se disant « C'est pas net ça ». Et que évidemment que le fait que Shinji aille dans l'appartement de Rei, qu'il lui tombe dessus, la séquence on la connaît, avec les lunettes de Gendo posées sur l'étagère, ça, cette séquence on la connaît par cœur, mais c'est super bizarre que Ritsuko, là, ça paraît louche. Alors que finalement, la séquence qui se passe avant, donc cette remise de cartes, et après, où là, il y a Shinji qui parle à Rei dans l'escalator, et Shinji lui fout une grosse baffe parce qu'il n'a pas confiance à son père, bah, il n'y a rien qui a changé. Et ça, on l'a déjà vu dans l'animé. Donc, finalement, est-ce qu'on peut déjà emmener une conclusion en disant « Ouais, Ritsuko, elle est forcément encore avec Gendo ». Pourquoi on a ce réflexe-là? Parce qu'évidemment, on a vu la série et on sait ce qui va se passer à la fin pour Ritsuko. Donc, on s'y attend. Mais est-ce qu'il serait possible que cette Ritsuko-là ne soit pas réellement influencée par Gendo? On n'en sait rien pour l'instant. Plus tard, on aura la réponse, mais pour l'instant, en fait, on ne sait pas. En fait, partir de ce principe-là, ça voudrait dire que les Rebuild, c'est juste Evangelion, la série, en raccourci. Mais qui nous a dit que c'était ça, en fait, les Rebuild? Et c'est là qu'on en arrive à l'ultime séquence. L'ultime séquence du film, qui donc n'est pas présent évidemment dans l'anime du tout, et qui nous fait beaucoup réfléchir. Et pour ça, ça va permettre peut-être d'expliquer ce que sont les Rebuild, et aussi de pourquoi pas comprendre un petit peu mieux ce que la fin du manga veut dire. Parce que la fin du manga, elle est super bizarre. Vous aurez peut-être lu le manga, mais les toutes dernières pages, en fait, bon, toutes dernières, plutôt les 50 dernières pages du manga, elles sont hyper cheloues, et à vrai dire, ça nous perturbe complètement sur ce qu'on pensait que Evangelion était. Donc,
Cette séquence, on a Kaoru Nagisa. Bon, déjà, là, ça fait une grosse surprise, parce que Kaoru Nagisa, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, il arrive à l'épisode 24 de la série. C'est le 17e ange, bon, ok. Là, il est en train de se réveiller d'une espèce de tombe, où il se réveille sur la lune, et il y a un monolithe de la Zelle qui est en train de lui parler. Et qui lui dit que, grosso modo, bah, son heure est bientôt venue. Et qu'on va pouvoir un peu accomplir un espèce de pacte. Alors c'est quoi ce pacte pour l'instant? On ne sait pas, et on ne peut pas se baser sur la série du tout pour répondre à cette question, parce que cette séquence n'existe pas. Et le fait que la Zelle parle avec Kaoru, ça arrive qu'à l'épisode 24, et il y a beaucoup d'événements qui se sont passés, notamment la bagarre contre près de 13 anges. Le fait que Asuka soit arrivée aussi, enfin, il s'est passé beaucoup de trucs entre le moment où cette séquence prend place, c'est-à-dire après le combat de Ramiel, et la réelle apparition de Kaoru dans la série, qui est à la fin de l'animé. Et comme je dis, bah, il y aura le 6e, 7e, 8e, 9e, etc. jusqu'au 16e ange qui vont apparaître avec Asuka et beaucoup d'événements qui vont se passer entre-temps. Donc évidemment, cette séquence-là ne peut pas du tout être rattachée de quelconque manière à la série, et c'est peut-être un peu perturbant. Ce qui est encore plus perturbant, c'est que Kaoru va regarder un être qui est aussi en train d'être construit et qui ressemble beaucoup à Lilith, mais qui a l'air un peu mécanique. Alors, on pourrait penser que c'est une Évangélion, c'est possible, mais on ne sait pas. Ça pourrait être aussi un ange, pourquoi pas, on n'en sait rien non plus, mais c'est vrai que ça a l'air plutôt mécanique, donc on se dirait plutôt vers une Évangélion. On n'a pas la réponse et on n'a pas la certitude maintenant. Mais ce qui est le plus perturbant, c'est la dernière phrase qui va être prononcée en fait dans ce film, qui est prononcée donc par Kaoru Nagisa. Tu es toujours le numéro 3, tu ne changeras donc jamais. Je suis pressé de te rencontrer, Shinji Ikari. Et c'est vrai que quand il dit tu es toujours le numéro 3, il regarde à ce moment-là vers l'espace. En fait, pas vers l'espace, mais vers la Terre, simplement. Et donc, il est en train de parler à Shinji. Et pourquoi il dit tu es toujours le numéro 3, tu ne changeras donc jamais? Alors ça fait quoi? C'est référence à quoi? Le troisième enfant. Cette référence du numéro 3, moi c'est clair et net pour moi, c'est le troisième enfant. Premier enfant, Rei, deuxième enfant, Asuka, troisième enfant, Shinji. Jusqu'ici, tout va bien. Mais c'est là que c'est perturbant. C'est tu ne changeras donc jamais. Ça sous-entend qu'il y a eu déjà un passage où Shinji était le numéro 3. Mais quand? Pour rappel, on est dans cette idée que le premier Rebuild est le début de l'animé repris en une version cinématographique. Et c'est là que ça devient bizarre. Parce que c'est clair que pour nous, on va se dire tout de suite, ah bah, c'est bizarre. Comment ça, Shinji est déjà le numéro 3? Shinji a déjà été pilote d'une Évangélion. Cette séquence nous laisse un peu bouche bée. Et c'est vrai que si on en reste là, à seulement se contenter du film et à essayer de peut-être faire des rapprochements avec l'animé, on va pas réellement trouver de réponse. Et c'est pour ça qu'on va avoir besoin du manga. Parce que le manga et sa fin nous a beaucoup perturbés. Et peut-être que c'est justement dans ces dernières séquences du 7e volume de la Perfect Edition ou du 14e volume de la version normale qu'on va avoir la réponse. Parce que ce qui se passe dans le 7e volume de la Perfect Edition, aux pages 314, 315 et 316, on a une séquence différente où on a Gendo et Yui qui disent adieu à leur fils en disant que tant que la Terre, le Soleil existeront, tout ira bien. Ça vous rappelle, sans autre évidemment, la fin de The End of Evangelion. Excepté le fait où le passage où Shinji tente d'étrangler Asuka à la toute fin. On en a déjà parlé. C'est l'une des dernières scènes de The End of Evangelion. En l'occurrence, la séquence où Shinji tente d'étrangler Asuka n'est pas présente. Pas ici en tout cas. Et du coup, on est sur ça. C'est fini. On se dit, bon, on est sur un équivalent de The End of Evangelion, peut-être qu'on s'attend à justement ce passage où Shinji étrangle Asuka, et puis ensuite, fin de l'histoire, fin du manga, terminado. Sauf que non. Déjà, la séquence de l'étranglage, l'étranglement plutôt, d'Asuka par Shinji n'existe pas à ce moment-là. On va plutôt parler du Last Stage, page 317 à 342. Et là, wow. On a été complètement perdu. Et je dois avouer que c'est chelou. On a du coup Shinji qui repart un peu de zéro, qui a l'air un peu plus heureux et ouvert, qui part direction un lycée réputé, direction Tokyo. Il laisse ses anciens camarades, des personnages on ne sait même pas qui c'est, et il monte dans un train, direction Tokyo. Et aux pages 331 à 332, on va tout de suite avoir un gros problème. Un truc qui va nous perturber, c'est évidemment ces croix recouvertes de neige, des vestiges
qui sont apparemment inconnus selon les dires d'une maman sur de sa petite fille qui la questionne finalement sur qu'est-ce que c'est que ça, maman, je ne sais pas ce que c'est. Et à vrai dire, on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est, mais pour nous, spectateurs de The End of Evangelion, on sait très bien ce que c'est, et ce sont les Eva de série qui ont fusionné avec Rey et qui sont tombés sur Terre en crucifix. Et apparemment, c'est des très vieux vestiges dans ce monde-là. Vous voyez le truc venir, peut-être? Vous ne l'avez pas. Ensuite, quelques pages plus loin, page 335, Shinji retrouve Asuka. Mais Asuka ne la reconnaît pas. Elle est plutôt inquiète en disant « Ouais, ce garçon, là, il me lâche pas la main alors qu'il m'a aidé pour sortir du train. » Le train, encore train du purgatoire, voilà, la thématique d'Évangélion, ça revient, hein, évidemment. Hein, on va commencer à faire des théories fumeuses, hein, de toute façon, on n'est pas au premier coup d'essai. Mais Asuka ne le reconnaît pas, et quelques pages plus loin, on a Kensuke qui aussi tombe sur Shinji, enfin Shinji qui tombe sur Kensuke qui fait des réflexions bizarres envers Asuka, mais c'est pas que ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le fait que Kensuke non plus ne reconnaît pas Shinji. Et Shinji a l'air de repartir sur un nouveau monde où tous les protagonistes ne le connaissent pas. Alors, on n'en a vu que 2. C'est vrai que Kensuke le reconnaît pas, c'est chelou, mais que Asuka ne le reconnaît pas, là c'est encore plus chelou. Et donc, c'est vraiment pas normal. Et je pense qu'on a tout de suite compris avec cette séquence, et il n'y a pas besoin d'aller faire la rencontre avec les autres comme Rei, Misato, ou je sais pas quoi, qui encore, Itsuko, peu importe. On a tout de suite le réflexe de penser, et c'est logique, que tous les autres personnages ne reconnaîtront pas Shinji. Bon, jusqu'ici c'est très bizarre, mais ce qui est le plus bizarre, c'est qu'évidemment Shinji, lui, il a l'air de reconnaître Asuka, Kensuke. C'est clair pour lui, il les connaît. C'est pour ça qu'il est keblo en tenant la main d'Asuka, parce qu'il la reconnaît. Il n'attendait pas de la voir. C'est peut-être une séquence pour remplacer justement l'étranglement de Shinji envers Asuka. Un peu plus cool, je dirais, cette séquence. À la page 342, c'est donc cette ultime page de cette séquence, on a Shinji qui dit dans cette dernière page « Mon avenir s'étend à l'infini ». Mais ça veut dire quoi, fondamentalement? Ça veut dire que s'il meurt ou s'il y a un nouveau troisième impact ou je sais pas quoi qui se passe, gna gna, on va repartir. Et en vue de ce qui va être dit dans la séquence suivante, l'extra stage de la page 345 à 372, on va évidemment encore plus être sur le mindfuck total, évidemment pour expliquer aussi quel sera le nouveau personnage qui va entrer en ligne de compte dans le deuxième rebuild. Donc on reparlera de cette séquence plutôt dans le deuxième rebuild. On est clairement sur un cycle infini. Et peut-être que c'est ça qui est bizarre, c'est que Evangelion, dans son animé, n'a jamais vraiment exploité ce côté du recyclage et du cycle infini du monde. On est resté un peu pas clair. Ou peut-être que ça a été expliqué dans les épisodes 25-26. C'est peut-être justement ce qu'on voit dans l'épisode 26, là, un peu cette comédie romantique, un petit peu, où il y a Asuka et Shinji, le vieux couple, voilà, il n'y a pas d'Évangélion, Rei est beaucoup plus ouverte aux autres, il y a Gendo et Yui qui sont toujours là pour s'occuper de son fils. C'est ce monde que Shinji a créé. C'était une autre version. Et la série est une autre version, le rebuild est une autre version, et ce passage du manga est encore une autre version. Une autre version de quoi? Du monde d'Evangélion, qui est donc absolument infini du coup, et qui pourrait se recréer de même manière. Et c'est là ce que je disais au début de la vidéo. Le fait qu'il y ait beaucoup d'éléments qui soient repris de l'animé dans le premier rebuild nous perturbe énormément. Parce que nous, on a tendance à croire, ça je connais, ça je connais, ça je connais. Du coup, on va rien changer. On reprend exactement le même animé, mais on va raconter ça de manière différente. Mais dès le deuxième rebuild, avec l'arrivée de Marie, hein, évidemment je spoil un petit peu, mais avec l'arrivée de Marie, on va tout de suite comprendre que ça va pas du tout. Parce que ce personnage, Marie, elle sort de nulle part, par rapport à la série, elle n'est aucunement mentionnée dans toute la série. Le fait qu'il y ait plus d'évangélions non plus, ça n'a aucun sens, et plus on avance, la numérotation des anges aussi, c'est déjà un premier indice. Donc en fait, il faut plus écouter ce qui est dit dans le premier rebuild, et essayer de relier cette fin du premier rebuild avec le manga, pour essayer d'extraire cette idée. Pour se dire qu'en fait, les rebuilds ne sont pas une façon différente d'écrire Evangelion, c'est en fait un autre univers Evangelion. Dans le sens où on n'efface pas la série pour écrire quelque chose d'autre, de nouveau, de plus moderne, et parce qu'on n'était pas content de certains trucs, mais on la raconte d'une façon différente et exploitable différemment, comme la série l'a faite. Et la série est bien écrite, et les reviews sont bien écrits aussi, mais pas de la même manière.
Et ça, c'est quelque chose qui est très perturbant. Parce qu'évidemment, quand on a des films Rebuild, on entend tout de suite « Ah, mais ça va être exactement la même chose, on va avoir toutes les choses qu'on connaît bien. » Mais sauf que pas du tout. Et je trouve aussi le fait très habile d'avoir orchestré, je dirais, les Rebuild comme ça, où le premier nous remet sur des bases qu'on connaît, mais nous prépare avec cette ultime scène du premier Rebuild à ce que ça va partir dans tous les sens et qu'il faudra plus trop se baser sur l'animé par la suite. Le deuxième, il nous introduit un personnage qui est Mari, mais on verra dans la deuxième vidéo que en fait Mari n'est pas si utile que ça dans le deuxième Rebuild, et que c'est plutôt un personnage de décoration dans un premier temps, pour un petit peu te dire, ok, regardez ce qu'on a mis, un nouveau personnage, maintenant vous avez compris, vous allez rien comprendre si vous continuez à rester dans l'animé. Attention, on arrive. Et c'est le deuxième Rebuild, c'est une sorte de transition entre ce premier qui était encore ancré sur l'animé, et le troisième qui, là, pour le coup, est complètement à côté, et se passe bien des années après. Donc, bien que le deuxième Rebuild reprend aussi d'autres événements de l'animé, vous allez voir que dans le deuxième Rebuild, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Genre énormément. Mais je dirais que là où il y a quasiment 95% de l'animé qui sont conservés dans le premier Rebuild, c'est plutôt du 50-50 dans le deuxième. Et dans le troisième, c'est 0%. Et le quatrième aussi. Le troisième Rebuild, en fait, a été une mauvaise transition pour beaucoup de gens qui croyaient encore qu'on était dans la série. Parce qu'il est clair qu'avec ce que le troisième Rebuild va nous dire, on n'est plus du tout dans l'Évangélion qu'on a connu dans les années 90. Et c'est clair que ça fait un choc. Et c'est pour ça que le troisième Rebuild n'a pas été bien reçu. Alors pour moi, le troisième Rebuild est le moins bon des quatre, mais pour d'autres raisons. On reviendra dessus aussi. Et le quatrième est absolument une masterclass. Mais si vous y étiez toujours dans le délire que Évangélion série et Évangélion Rebuild, c'est pareil, vous ne pouvez pas en fait comprendre le quatrième Rebuild. Donc il faut vraiment partir du principe que les Rebuild, c'est une façon différente d'écrire la saga et le lore Évangélion. Mais pas l'animé, le lore. C'est-à-dire ce que Évangélion représente au sein de son public. C'est pas juste l'animé tel qu'on l'a montré et son enchaînement de plans. Non, c'est pas on réorganise et on remet au goût du jour. C'est plus qu'un rebuild, c'est un reboot total de l'animé. On est sur une histoire différente, mais qui utilise des éléments qui sont présents évidemment dans l'animé pour qu'on ne soit pas complètement perdu. Évidemment, il ne faut pas s'imaginer qu'on va commencer à parler d'un anime de romance ou de partir sur un truc délire à la Konosuba. Ça n'aurait aucun putain de sens. Donc évidemment, ça doit rester un petit peu fidèle à ce que Evangelion est. On va pas commencer à aller explorer des trucs thématiques plus propres à Gundam, qui est un autre anime de mecha, ok, mais qui a son copyright aussi au passage, et qui est une œuvre qu'on ne touche pas d'ailleurs. Mais évidemment, Evangelion doit rester Evangelion, donc c'est-à-dire que ça doit rester quand même à peu près fidèle à la série originale. Sinon, les gens, ils seraient encore plus perdus. Mais il faut pas imaginer que c'est non plus une copie, parce que si on s'imagine que c'est la même chose, mais d'une façon juste un peu différente techniquement seulement, et ben là aussi, on est perdu. Donc, est-ce que ça veut dire que les rebuilds sont plus clairs que la série? Je pense pas. Mais on essaiera de les expliquer, etc. Et c'est pour ça que je l'ai dit, la fiche analytique que j'ai faite sur l'animé ne sera pas reprise dans les rebuilds pour cette raison-là. Parce que si on reprend la même fiche analytique, on va se perdre, c'est clair. On n'a aucune chance de comprendre les rebuilds à l'aide de l'animé. À part qu'on a des éléments visuellement qu'on a déjà connus et qu'on sait « Ah, ça c'est ce personnage-là, ah, ça c'est cet ange-là, machin ». Ça, on essaiera de faire les correspondances. Et il y aura encore d'autres anges que l'on a connus dans la série qui seront présents. Pas tous, mais certains. Je ne vous donne pas la liste maintenant. D'ailleurs, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que le design de Sachiel, Shamshel et Ramiel n'a quasiment pas changé, à part Ramiel qui change un peu de forme, parce que l'animation le permet, moderne. Enfin, moderne de 2007, hein, évidemment, ça date un peu. Mais contrairement au prochain, le design de la plupart des anges qui vont suivre va beaucoup diverger de la série. Encore une fois, pour montrer que le deuxième rebuild est gentiment en train de s'écarter du chemin de l'animé. Là où on avait le chemin de l'animé, le premier rebuild, il était à peu près là, à peu près décalé, je dirais, comme ça, voilà. Et le deuxième, il est comme ça. Il est encore à cheval dessus, mais il dérive. Mais si toi, tu essaies encore de t'accrocher au chemin, bah, tu vas être complètement perdu au troisième, parce que le troisième, il est là-bas. Donc toi, si tu essaies de rester sur ce chemin-là, si le troisième, il part là-bas, eh ben, t'es paumé. Et le quatrième, lui, il continue dans cette direction-là. Il y aura évidemment quelques petits ponts, mais ce sera des ponts thématiques.
pas visuel. Donc ce sera beaucoup plus compliqué de faire les ponts. Voire quasiment impossible. C'est pour ça qu'on va essayer d'arrêter de les faire. À part sur ce premier rebuild qui était nécessaire de faire les ponts, parce que sinon on peut pas expliquer. C'était du coup un film qui était plus là pour expliquer en fait ce que sont les rebuilds. Et sur cette vidéo, encore une fois, assez longue, hein, bah bon, c'était nécessaire parce qu'il fallait expliquer beaucoup de choses par rapport au film, les animés, ce que sont les rebuilds, et évidemment s'appuyer sur le manga, donc il fallait un peu jongler un peu entre tout ça. J'espère que j'aurai été clair. Bon, pas toujours facile, hein. De toute façon avec Evangelion, c'est jamais simple. Mais quoi qu'il en soit, on va arrêter la vidéo tout de suite, et la semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau film d'animation, et on parlera encore une fois, ouais, pour pas changer, d'un film du studio Ghibli. Et on parlera d'un film assez récent, du milieu des années 2010. Et sur ce, je vous dis, finalement, à plus tout le monde.